Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Les auditeurs et téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes avocat, spécialiste des questions de sécurité, président du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous avez été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, à utiliser l'expression le choc d'autorité qui est repris partout. Mais est-il appliqué ? Je vous poserai des questions à ce sujet. Tout d'abord, évidemment, l'enquête autour de la terrible affaire de la petite Louise. Thibaut de Montbrial, elle s'accélère avec un principal suspect dont la garde à vue a été prolongée, ainsi que celle de ses proches. L'ADN retrouvé sur le corps de l'enfant, sur les mains en tous les cas, correspond à celui de ce suspect, ONL. L'émotion est très grande. Hier, à votre place, la policière Linda Kebab a parlé, quelles que soient les circonstances de ce meurtre et quel que soit le mobile, d'une faillite collective. Quand un enfant est tué ainsi dans notre pays, il y a une faillite générale. Est-ce que vous partagez ce constat ? Bien sûr, il n'y a rien de plus effroyable que la mort violente d'un enfant. C'est un échec de tout le monde. Je voudrais dire ce matin ma profonde émotion, d'abord comme papa, ensuite comme citoyen, et enfin, bien sûr, comme personne qui travaille depuis longtemps sur ces questions de sécurité. C'est la douleur des familles dont j'en accompagne régulièrement devant les cours d'assises comme avocat. Les douleurs sont indicibles. Et j'ai bien sûr ce matin une pensée pour la famille de Louise. Une fois qu'on a dit ça, il y a une chose qui a bien fonctionné après, au moins ça, c'est que l'enquête a été remarquable, et je voudrais saluer ce matin le travail des policiers de la police judiciaire et du juge d'instruction qui ont abouti très vite à des résultats qui ont d'abord écarté les premières personnes qui avaient été interpellées. Il y a des vérifications qui ont été faites. Le système a fonctionné, les gens ont été mis hors de cause. Et ensuite, on est arrivé à des gens, semble-t-il, plus impliqués, mais le reste de la suite nous le dira. Vous avez parlé de vos différentes casquettes, Thibaut de Montbrial, d'avocat, de spécialiste des questions de sécurité et aussi un parent, comme beaucoup de ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Et l'inquiétude justement de ces parents, l'angoisse, elle est importante, notamment par rapport aux abords des écoles. En Seine-Saint-Denis, par exemple, le département a renforcé la sécurité autour d'une vingtaine de collèges et de lycées, un dispositif policier qui a été mis en place jusqu'aux vacances. Mais est-ce qu'on a les moyens d'un tel dispositif pour tous les collèges et lycées de France? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux parents, dormez, si je puis dire, braves gens, on va mettre des policiers aujourd'hui devant chaque lycée et collège? Évidemment non. Ce qui est terrible, si on prend un peu de champ, et si on regarde ce qui est devenu notre pays en quelques décennies, c'est qu'aujourd'hui, autour d'un établissement scolaire, il y a 3 menaces. La première, c'est la menace du prédateur contre les enfants, qui est une menace séculaire et qui malheureusement a toujours fait partie des sociétés humaines, mais c'est pas pour ça, évidemment, qu'il ne faut pas tout faire policièrement et judiciairement pour la minimiser. La deuxième, c'est la menace terroriste, qui a fait une entrée brutale dans la France contemporaine depuis une dizaine d'années et qui n'est évidemment pas terminée. Le terrorisme islamiste est en régénérescence, on en parlera peut-être, mais tout ça, c'est pas parce qu'il ne s'est rien passé de grave depuis un moment qu'il n'y a pas des choses graves qui sont susceptibles de se passer à tout moment. Et puis la troisième, c'est sans doute la plus terrible en termes sociétal, c'est que désormais, il y a une violence des jeunes et des mineurs absolument terrifiante, avec une banalisation absolue d'un passage à l'acte avec des armes blanches, d'homicides, de tentatives d'homicide, de lynchage, et donc ça fait qu'autour d'établissements scolaires qui sont des endroits, qui sont des sanctuaires, qui sont, l'éducation et la culture, ce sont les racines d'une société. Ça doit être protégé à tout prix. C'est précieux. C'est là où nos jeunes doivent apprendre notre histoire, qui nous sommes, doivent être formés, connaître la littérature, devenir des Français, devenir des citoyens français. C'est là que la fraternité, c'est le berceau de la fraternité, l'école. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est complètement infesté par une violence endémique. Infesté, hein. Vos mots sont lucides par rapport à la réalité. Mais c'est de la lucidité. Thibaut de Montbrial, oui, dernière affaire en date avec Elias, dont les parents ont été reçus d'ailleurs par le garde des Sceaux. Expliquez-nous vraiment à nos auditeurs et téléspectateurs pourquoi aujourd'hui, vous-même, vous avez posé les actes d'un choc d'autorité. Pourquoi on ne veut pas tout révolutionner et renverser la table pour protéger cette jeunesse? La difficulté, c'est que vous avez une réalité qui est face à une idéologie. La réalité, c'est qu'il y a une explosion de violence dans notre pays qui ne date pas d'hier, qui date d'il y a
qui a pris sa source depuis quelques décennies et qui littéralement explose depuis quelques années. Toutes les statistiques le démontrent. Et puis en face, vous avez une idéologie qui est une culture née des années 70, de Bourdieu, de Derrida, qui est une sorte de culture de l'excuse et de relativisme de la responsabilité. Et qui veut dire qu'en sorte, les individus sont responsables, mais la société aussi, etc. Il faut donner une deuxième chance, une troisième chance. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité. Quel est, Sonia Mabrouk, le premier devoir d'un gouvernement ? Protéger ses citoyens. C'est protéger ses citoyens. Et protéger ses citoyens, ça veut dire être lucide sur le constat. Et une fois qu'on est lucide sur le constat, c'est comme un médecin qui fait le diagnostic, faire le bon diagnostic, et ensuite appliquer le bon traitement. Aujourd'hui, il faut renverser la table en matière de sécurité, de justice et d'immigration. Ce sont les trois dents d'un triptyque sur lesquels il faut complètement reprendre le contrôle. Le choc d'autorité, c'est une expression que j'ai employée, mais avec un programme à l'appui. Tous les politiques m'ont repris l'expression. Personne n'a le courage d'aller au fond des choses. Alors que quand vous regardez toutes les études d'opinion, toutes, et l'Opinionway d'hier, publié par Le Monde, le montre de façon absolument stupéfiante, c'est qu'il y a une demande massive de nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité politique. Même les gens qui se déclarent comme ayant une sensibilité politique proche de la France insoumise sont quasiment 50% à demander des mesures extrêmement fermes en matière d'autorité. Mais il y a une espèce de petite superstructure qui est complètement idéologisée, qui pour l'instant mais qui s'assoit aujourd'hui, cette superstructure, Thibault de Montbrial, sur la volonté populaire et même sur la volonté de ministres. Je cite la phrase quand même, souvenons-nous, c'était il y a quelques jours dans le journal du dimanche, la phrase du ministre de l'Intérieur qui affirme que le droit ne protège plus les Français. Voilà un diagnostic posé par celui qui a les mains dans le cambouis, par le premier flic de France. Le droit et les politiques. Alors pas lui, parce que Bruno Retailleau, il a le courage, parce que c'en est un, ça devrait être la moindre des choses. De parler, de dire. Ça devrait être la moindre des choses. Mais on se met à trouver à un ministre, en l'occurrence à Bruno Retailleau, le courage de continuer à dire une fois en poste ce qu'il disait et ce que la plupart disent lorsqu'ils n'y sont pas. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de majorité politique. Le pays est complètement bloqué. Qu'à l'époque où il y a eu des majorités, prenez le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec une double élection triomphale, à la présidentielle et ensuite à l'Assemblée nationale. Vous aviez une majorité absolue. C'était le moment d'agir. C'était le moment de regarder avec lucidité, avec en plus la légitimité de ce suffrage et la nouveauté d'une nouvelle force qui arrive au pouvoir, de dire, on a tout un tas de choses à faire, la Startup Nation, l'économie, etc., ce qui est absolument essentiel aussi. Mais pour que ça prospère, il faut que le pays puisse prospérer, puisse s'épanouir, et ne soit pas gangréné par cette violence. Gangréné, vous avez dit tout à l'heure aussi des mots puissants et que les Français ressentent. Vous dites le diagnostic et la lucidité, Thibault de Montbrial sur CNews Europe 1. Il y a quelques jours, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a fait le lien entre insécurité et immigration. Alors, il a fait le lien, je le précise, sur la base de chiffres donc têtus concernant l'agglomération parisienne. Vous dites qu'il faut dépassionner ce débat. Comment on fait aujourd'hui, comme font d'autres pays nordiques, avec la gauche qui s'empare de ces sujets pour dépassionner ce débat et enfin en parler avec des chiffres et un diagnostic réel? Je pense que l'immigration, c'est la mère des batailles, parce que l'immigration massive et incontrôlée dans notre pays a abouti à des déséquilibres que les Français ressentent, que les Français vivent au quotidien et qui se trouvent matérialisés dans les chiffres de la délinquance, du coût social et du développement galopant de l'islamisme dans notre pays. Donc le dire, ce n'est pas être d'extrême droite. Ce n'est pas... Non, dire le réel, dire que le soleil se lève le matin, ça n'est pas être de droite, de gauche, du centre, rouge, vert ou jaune, c'est simplement dire la réalité. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont incontestables, et on va pas rester sur les chiffres, parce que le préfet de police l'a dit, les statistiques le démontrent. Allez regarder le compte Twitter de Marc Vanguard, qui est un pseudonyme et qui sort des statistiques exclusivement fondées sur des chiffres officiels des différents ministères français et européens. Tout ça est absolument clair. Maintenant, l'immigration ne doit pas être un sujet passionnel. Moi, je ne sais pas si l'immigration est oui ou non une chance pour la France. Vous ne voulez pas répondre à cette question? Je ne sais pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous avez une opinion personnelle, mais vous estimez que c'est pas mais surtout, ça ne m'intéresse pas. Mais surtout, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se reprennent, fassent un pas de côté et comprennent que l'immigration n'est rien d'autre qu'un sujet majeur
de souveraineté et qui ne doit pas être traité par la passion mais par la raison, avec la réponse à ces questions. Est-ce que, à date, et ce ne sera pas forcément pareil dans 2 ans, et ce n'était pas forcément pareil il y a 5 ans, la France a oui ou non d'une immigration? Si oui, laquelle? Une immigration de travail? Oui, non. Pour quel métier? Ensuite, cette immigration, est-ce qu'elle a des conséquences sécuritaires? Est-ce qu'elle a, oui ou non, des conséquences sociales? Est-ce qu'elle a, oui ou non, des conséquences culturelles? Est-ce que la France a le droit, oui ou non, comme un État souverain qu'elle est, de choisir qui elle veut faire rentrer, pour combien de temps, à quelles conditions? Pourquoi ces questions ne sont-elles pas posées aux Français? Parce que le débat est hystérisé aussitôt. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Les gens ne répondent à ce débat, à cette question, non pas par des arguments rationnels, mais avec des passions. Moi, je pense qu'il y a 5 choses à faire. Si vous me donnez 5 mesures fortes. 5, c'est à la fois des mesures et des changements de paradigme. La première, c'est d'arrêter de raconter n'importe quoi en faisant croire aux Français que la France a toujours été une terre d'immigration et que donc il y aurait une sorte de continuité. C'est absolument faux. La France est devenue une terre d'immigration au milieu du 19e siècle à cause de la révolution industrielle. Et cette évolution est restée chrétienne jusqu'au début des années 1960, où elle est devenue musulmane, ce qui a induit un changement culturel majeur. La deuxième chose, c'est qu'il faut casser l'attractivité de notre pays. La France reste le pays le plus attractif d'Europe. 1/4 des visas donnés en Europe le sont en France. 1/4. La France accueille 1/4 de l'immigration européenne. C'est hallucinant. Tout ça, c'est l'attractivité. On ne peut pas, l'État-providence ne peut pas vivre avec la porte ouverte. Le troisième point, c'est qu'il faut assumer, c'est la question des renvois des gens qui doivent être expulsés. Il n'y a que 7% des OQTF qui sont exécutés. Eh bien, il faut assumer des bras de fer. Mais des bras de fer sans état d'âme. C'est pas une question morale. Attendez, et assumer les conséquences de ces bras de fer. Vous savez bien, Thibault de Montréal, vous avez des contacts, et nos auditeurs et téléspectateurs le savent, auprès de la police, des gendarmes, des services, évidemment, des GSE, des GSI. Beaucoup vous disent assumer un bras de fer, c'est assumer des tensions grandissantes, communautaires sur notre sol. Elles le sont déjà, ces tensions présentes. Et plus on va attendre, plus elles vont continuer à monter. Si vous voulez, il y a un moment où il faut que la grenouille qui est dans l'eau, qui est en train de bouillir, sorte de la casserole avant de mourir. On est à ce moment-là. Nous en sommes là. Ah oui, bien sûr qu'on en est là. Non, mais ça, c'est certain. Donc, il faut assumer des bras de fer vigoureux, avec les pays sources, les pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs nationaux et délivrer des laissez-passer consulaires pour que les avions atterrissent chez eux, y compris avec des mesures personnelles contre les dirigeants, contre leurs biens en France, en empêchant les virements vers des ressortissants de leur pays vers le pays d'origine, en empêchant que les dirigeants, leurs familles, viennent se faire soigner dans les hôpitaux ou, comme l'Algérie par exemple, ils laissent en plus des ardoises de dizaines de millions d'euros. Donc, tout ça, c'est être ferme et assumer la fermeté. Dans la vie, on est respectable que, d'abord, si on se respecte soi-même, et ensuite, si on est ferme. La quatrième chose, c'est qu'il faut que nous arrêtions de jouer contre notre camp. Figurez-vous qu'avec vos impôts, Sonia Mabrouk, avec les impôts de tous les gens qui nous regardent, on paye à la fois une police, une justice, etc. Et c'est tout à fait normal. Et, toujours avec nos impôts, des associations qui jouent contre notre camp, c'est-à-dire qui aident les gens à violer la loi française d'une part, et ensuite, une fois qu'ils sont en France, à utiliser au mieux toutes les failles et les faiblesses de notre système. Ces 5 mesures nécessitent un courage politique. Et la dernière, c'est de reprendre la main en Europe sur ce sujet. Les 2 grands pays européens qui peuvent changer la trajectoire européenne, c'est la France et l'Allemagne. Dans France et Allemagne, il y a France, faisons-le. Mais alors, prenons l'une de ces mesures, le bras de fer assumé avec les pays d'origine, notamment l'Algérie. L'exemple de ce qui se passe notamment en Haute-Saône, avec ce cas quand même, précisons, c'est comme le frère, moi je me mets à la place de ces habitants, ils croisent le frère d'un des assaillants du Bataclan. N'est-ce pas un crachat au visage de la France et des victimes? Cette histoire, elle est très révélatrice parce que le système a à peu près fonctionné. Voilà un individu. Il a fonctionné. Vous allez voir jusqu'au moment où il ne fonctionne plus. On vous écoute avec attention. Oui. D'abord, donc un individu qui est le frère d'un des attaquants, des assaillants du Bataclan, qui lui-même, ce qui est important, il a été faire la guerre en Irak et en Syrie, de faire le djihad. Il est revenu. Il a été condamné à 9 années de prison. Il en fait 6. Déjà, 2 tiers, pas mal.
de pas mal pour lui, d'en avoir fait que 2 tiers. Ensuite, il est déchu de sa nationalité. C'est pour ça que je vous dis que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il faudrait massivement déchoir de leur nationalité un certain nombre de gens. Mais ça a fonctionné. Mais derrière, la belle affaire. Derrière, il est inexpulsable. Il est inexpulsable. Il était expulsable parce que l'Algérie, évidemment, ne veut pas le récupérer. Il y a d'autres gens qui sont inexpulsables parce que la Cour européenne des droits de l'homme disent qu'ils encourent dans leur pays des traitements inhumains et dégradants. Et donc, on a une justice pour ces gens-là qui préfèrent la sécurité d'un individu qui est une crapule et qui fait courir sur nos concitoyens un risque physique à la sécurité de nos concitoyens en question. C'est quelque chose. Le système est devenu complètement dingue. Donc, pour revenir sur le cas de cet individu, et il y en a d'autres, il y en a des dizaines d'autres, qui ne sont pas expulsés. Selon nos informations et de William Molinier d'Europe 1, 55 départements cumulent chacun moins d'une vingtaine d'individus à risque. Oui, ils ne sont pas tous étrangers. Bien sûr. Ils ne sont pas tous étrangers. Mais pour ceux qui sont étrangers, il faut absolument imposer, dans des relations de négociation viriles mais correctes, comme on dit au rugby, à ces pays de reprendre les gens les plus dangereux. Et tant pis pour ce qui leur arrive là-bas. Sincèrement, à un moment, il faut parler aux Français. Vous assumez de dire ça, oui. Mais je assume de le dire. Moi, je pense que nous devons, si un jour je suis en situation de le faire, je protégerai les Français et je serai indifférent. Je vous le dis les yeux dans les yeux, indifférent si l'arbitrage est avec l'intérêt des Français, indifférent au sort de ceux qui auront fait du mal sur notre pays, dans notre pays aux Français, indifférent à leur sort quand ils seront retournés dans leur pays. Merci Thibault de Montbrial. On a entendu votre fermeté, mais pour la protection évidemment des Français, une fermeté que vous avez souvent clamée à travers ce choc d'autorité qu'on attend également. Merci, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Merci Sonia Mabrouk.